Bonsoir et bienvenue. Si vous nous rejoignez sur Niwad Info, c'est lors de votre émission Niwad Soir. C'est un réel plaisir de vous retrouver ce mardi pour un nouveau numéro. Un plaisir de vous retrouver également. Mamadou Diouf, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Charlotte. Vous êtes éditorialiste et avec vous, on va parler du Sénégal. Un nouveau rebondissement dans l'affaire Ousmane Sonko, condamné le 30 mars par un tribunal de Dakar à 2 mois de prison avec sursis et 200 millions de dommages et intérêts. Cette condamnation fait suite à une plainte déposée par le ministre sénégalais du Tourisme, Mame Mbaye Niang. Mamadou Diouf, depuis le début, nous avons décrypté cette actualité sénégalaise avec vous. Le Sénégal entre tensions, manifestations et divisions. Quelle analyse faites-vous de ce nouveau rebondissement? En fait, ce n'est pas une surprise puisque vous avez des Sénégalais qui soutiennent M. Sonko, qui tiennent coûte que coûte à ce qu'il soit candidat. En Beaucoup 2024. ont regardé un peu l'amende comme étant une façon de l'empêcher d'être candidat indirectement ou bien de faire en sorte que sa candidature puisse avoir du plomb dans l'aile. Bon, cela a amené un certain nombre de Sénégalais de prendre des initiatives en disant, s'il doit payer 200 millions, on ne va pas le laisser payer seuls les 200 millions, on va organiser une quête populaire, une collecte pour pouvoir payer les 200 millions à sa place pour que, à la limite, qu'il ne ressente absolument rien de la condamnation. Il y a le sursis, donc il n'a pas à faire la prison. Les autres, s'ils parviennent à collecter ces 200 millions, c'est d'autres personnes qui auront payé les 200 millions. À la limite, c'est lui, Sonko, qu'on aura condamné, mais en quoi il aura reçu cette condamnation si ça ne l'empêche pas d'être candidat. On a payé les dommages et intérêts à sa place, mais c'est comme si il n'a pas reçu de sanctions. Alors, d'où et de qui vient l'initiative? C'est une initiative populaire. C'est des gens qui ont pris l'initiative. Ça ne vient pas du parti, parce qu'il faut être très clair là-dessus. Le parti a eu des initiatives de collecte d'argent, mais c'était bien organisé, c'était bien ciblé et très bien réussi. Ça aussi, il faut le dire, très bien réussi. Mais ça fait partie de la culture du Sénégal. Quand on voit une personne qui est en situation de faiblesse. Des contributions collectives. Oui, qui est en train de se battre contre une personne qui a plus de force, de façon générale, les Sénégalais se mettent du côté du faible. Et ici, c'est le cas. On se dit, mais si on lui demande de payer 200 millions, c'est une façon de l'affaiblir. Parce qu'après, il y aura aussi l'étape des campagnes présidentielles. Mais bien sûr, c'est une façon de l'affaiblir. Pour ne pas laisser l'État l'affaiblir, des Sénégalais ont cru bon d'organiser une collecte pour que ce ne soit pas lui qui paye les 200 millions. Parce que imaginez, s'il paye actuellement en avril 200 millions de francs CFA, il doit faire la campagne électorale à partir pratiquement du mois de février prochain. Oui. Mais où est-ce qu'il va trouver encore 200 millions pour faire campagne, alors qu'une campagne présidentielle, 200 millions, c'est une goutte d'eau pour une campagne présidentielle. Alors, après, dans la gestion de ces fonds, comment est-ce que ça va se faire? Est-ce que c'est efficace quand ça vient comme ça? C'est une initiative populaire, comme vous le soulignez tantôt. Comment est-ce que cette gestion-là peut être faite pour que le parti ou sinon l'opposant Ousmane Sonko puisse véritablement entrer peut-être après en possession des fonds? Mais surtout le problème avec cette initiative. Pour le moment, d'habitude, quand ils le font, en fait, quand c'est fait officiellement par le parti, mais à la limite, toutes les 3 heures, ils disent voilà le niveau de la cagnotte. Sont prises, oui. Puisque vous voyez quelque chose de très bien organisé. Et ils l'ont déjà fait plusieurs fois. Ils l'ont fait en janvier 2021. C'était la première fois qu'on voyait un parti l'organiser sous cette forme. Les partis ont toujours collecté de l'argent, mais eux, ils l'ont fait de façon publique. Leur objectif, c'était d'avoir 50 millions. En une journée, ils ont obtenu plus de 125 millions. Cela avait même un peu déstabilisé le pouvoir. Le ministre même de l'Intérieur s'était fendu d'un communiqué à 2 heures du matin, disant qu'il n'avait pas le droit de collecter de l'argent de la sorte. Il risque même de dissoudre le parti PASTEF si le parti continue. Bon, ça a créé un débat juridique extrêmement compliqué. Après, c'est légal aussi. Bon, aujourd'hui, c'est légal. Parce qu'il y avait des dispositions dans nos lois qui posaient problème, mais la façon dont ils le font, c'est légal parce qu'ils s'adressent à des Sénégalais qui sont sur le territoire sénégalais et à la diaspora sénégalaise. Donc, il y a une partie du financement qui vient de l'extérieur du Sénégal, mais il ne s'agit pas d'une personne extérieure qui vient financer au Sénégal. La nuance est importante ici. Le ministre avait joué un peu sur ça, comme s'il y avait des étrangers qui étaient en train de financer. Certains même l'ont accusé de vouloir utiliser l'argent de Sénégalais
qui veulent blanchir de l'argent. Bon, comme vous le savez, quand il y a opposition et pouvoir, chacun fait tout pour tirer sur l'autre à boulet rouge. Oui. Mais une chose est claire, il l'avait organisé en 2021, en janvier précisément. Il l'avait parfaitement réussi. Cette collecte populaire, pour le moment, ne prend pas. Parce que quand vous allez dans certains sites, vous ne voyez vraiment pas encore ce que l'on voit habituellement. Ça commence à faire plusieurs jours, alors que la dernière collecte qui a été faite par le PASTEF a eu lieu juste en janvier passé, 2023. Mais quand ils ont fait cette collecte, je vous assure, en un week-end, pratiquement même en une journée, le samedi, ils ont collecté plus de 330 millions de francs CFA. Parce que ça venait du PASTEF et puis donc Et des militants, beaucoup plus des crédible. sympathisants, etc. Bon, ça fait déjà plusieurs jours. On n'a pas encore les 200 millions. Vous voyez un peu la différence. Parce qu'il y a un problème de crédibilité. Il y a le fait que également, il ne faut pas oublier que sur le net aujourd'hui, il y a toutes sortes d'arnaques. Tout à fait. Dès que les gens voient une situation qui se présente, il y a des gens qui sortent donnent ses sous, qui organisent déjà une campagne de soutien à telle personne en difficulté, alors que la personne même parfois n'est pas au courant. Bon, je crois qu'il y a tous ces éléments qui font que cette collecte pour le moment ne tient pas encore la route. C'est vrai qu'il y a une vidéo qu'on a fait circuler disant que la collecte avait déjà atteint 500 et quelques millions. Bon, ça c'est des formes de collecte traditionnelles qu'on retrouve souvent avec les communautés religieuses musulmanes en particulier, ou quand on veut mettre en place un édifice, quand on a un projet, on dit aux gens on a un projet de 1 milliard, on demande aux gens de venir dans une salle et d'apporter leur contribution. Les bonnes volontés. Et le principe, c'est d'avoir les 1 milliard avant de quitter la salle. Bon, quand vous voyez, il y avait un gros sac dans lequel les gens venaient mettre les contributions. On n'a jamais vu PASTEF faire ce genre de choses. Ils l'ont fait de façon très moderne, en organisant ce qu'on appelle un fundraising, avec des sites qui sont connus, reconnus, qui connaissent comment on fait ce genre de choses. Parce que je ne vais pas de mon compte bancaire virer de l'argent sur un site qui n'est pas clair, en prenant le risque de voir ces gens demain venir vider mon compte parce que j'ai fait l'erreur de faire une transaction avec un site qui n'est pas un site sécurisé. Donc, je crois qu'il y a tous ces éléments qui font que pour le moment, la mayonnaise ne semble pas prendre pour cette collecte populaire. Est-ce que jusqu'alors on sait qui peut-être est derrière ce dispositif, comment les moyens d'envoyer l'argent à mettre en contribution? Est-ce que toutes ces informations sont au moins partagées par les initiateurs? Oui, il y a Copar qui est un site où on peut aller. Quand je suis allé, j'ai regardé, c'est comme si c'est celui qui a commencé, qui est seul là-bas jusqu'à présent, parce qu'il y a 2500. Quand je regardais avant de venir à l'émission, c'est 2500 qui se trouvaient là-bas, ce qui n'a rien à voir quand même avec les collectes de PASTEF. Quand ils font une collecte, vous n'avez pas besoin d'attendre 3 jours pour voir des dizaines de millions qui ont été collectés, aussi bien au niveau des membres, au niveau des sympathisants qu'au niveau de la diaspora. Ça, c'est des initiatives qui viennent comme ça. Rappelez-vous, quand les gens ont cru qu'il a été arrêté, la première fois qu'on a cassé la vitre de sa voiture quand il allait au tribunal, qu'il a été sorti de sa voiture et ramené chez lui. Il y a des gens également qui avaient fait une initiative en disant non, il faut qu'on lui achète une voiture blindée et qui avait dit qu'il faut pour cela 150 millions. Bon, dans l'euphorie, la quête avait pu rassembler 8 millions. Je n'ai pas regardé ensuite la suite pour savoir de quoi il s'agit. Mais c'est pour dire que quand c'est PASTEF qui fait une quête de façon officielle, que PASTEF l'annonce par les voies autorisées, on voit immédiatement le résultat. Les autres essayent de faire, bon, parfois même on se pose la question, est-ce que l'argent a été versé? Parce qu'une fois, il y a eu un débat avec quelqu'un qui avait initié une quête, mais l'argent n'avait pas été versé à l'époque à M. Sonko, bien que les gens disaient que l'argent lui a été versé. Ils ont démenti en disant qu'aucun argent ne leur avait été versé. Depuis sa condamnation, les réactions des Sénégalais restent mitigées. Pour beaucoup, 200 millions de francs CFA de dommages et intérêts, c'est beaucoup. Le ministre Mame Mbaye Niang fait appel de la condamnation. Qu'est-ce qu'il demande de plus? Il n'est pas satisfait. Il avait demandé 29 milliards. Bon, de 29 milliards à 200 millions, vous voyez que à la limite, il n'a même pas eu 1/30 de ce qu'il demandait. Sinon, même on peut multiplier, il n'a même pas eu 1/300 de ce qu'il demandait. Oui. Vous voyez ce que ça fait. Donc, si lui, il considérait que le coût du préjudice, c'était 29 milliards, il considère actuellement qu'il n'a pas été dédommagé. Et sa sortie a surpris tout le monde, puisque les gens trouvaient déjà que c'était un procès de trop, raison pour laquelle même certaines personnes avaient
tenté une médiation pour que le procès n'ait pas lieu. Certaines personnes sont même allées le rencontrer pour lui demander de retirer sa plainte et tout. Ben, quand il a appuyé à nouveau sur l'accélérateur en demandant même que la maison de Sonko soit saisie, en considérant que les 200 millions, ce n'est pas suffisant, il est aujourd'hui en train de se mettre dans de très mauvais draps. Parce que les Sénégalais le regardent aujourd'hui comme quelqu'un qui est manipulé pour pouvoir empêcher à Sonko... Manipulé par qui? Par le pouvoir en place, bien sûr. Qui profite, si ce n'est pas le pouvoir en place, pour empêcher à Sonko d'être candidat, ou à défaut de l'empêcher d'être candidat, de le dénigrer autant que faire se peut, mais aussi également de puiser dans ses ressources sur le plan financier pour que si jamais il est candidat, qu'il n'ait pas les moyens pour mener la campagne qu'il faut pour gagner une élection présidentielle. Et cela fait que certains s'en prennent aujourd'hui directement au ministre Mame Mbaye Niang en considérant que vraiment c'est quelqu'un qui est utilisé dans un combat qui n'est pas son propre combat à la limite. Il faut bien le rappeler, malgré cette condamnation, l'opposant Ousmane Sonko reste éligible en tout cas à la présidentielle prochaine selon ses avocats qui l'ont rassuré. Mais depuis également le 30 mars, il n'a pas fait de sortie publique. Pourquoi? Il a cette façon de parler quand il trouve que le moment est là. Et je trouve que c'est une très bonne stratégie parce qu'il ne va même pas vers les médias. Il a j'allais dire, son propre site où il intervient. La dernière fois qu'il l'a fait, il y avait 91 000 personnes qui le suivaient en direct alors qu'il faisait 23 heures passées. Sans compter que cela va être ensuite relayé par les radios, les télévisions, d'autres sites internet, etc. Donc c'est quelqu'un qui, en matière de canaux d'information, peut à la limite se passer. En même temps, les médias sociaux, c'est aussi le moyen d'atteindre aussi facilement ça. Mais tout à fait. Ça fait qu'il choisit les moments pour parler parce que, comme on le dit, il ne faut pas trop parler. Il ne faut pas parler trop peu, il faut savoir choisir le moment où il faut parler. Pour ce qui est du procès, ce sont plutôt ces avocats qui ont pris la parole, qui ont organisé une conférence de presse et qui ont remis en cause beaucoup de choses. Il n'y était pas non plus au procès. Non, il n'y était pas. En fait, c'est pourquoi j'ai dit que c'est un choix. Puisque à la veille du procès, on a changé de juge. On nous avait dit à l'époque que le juge a désisté. Mais finalement, on a vu la réalité. Le juge n'a pas désisté. Le juge a été dessaisi. En bon sénégalais, il a demandé à celui qui l'a dessaisi de le dessaisir par écrit. Pour qu'il soit clair que lui, il a pris ses responsabilités jusqu'au bout. Et c'est ce qui s'est effectivement passé. On a amené un juge express pour faire un jugement express, puisque c'est ce qui a été dit par les avocats de Sonko qui ont remis en cause beaucoup de choses dans la procédure. Et comme on le sait, le parquet a fait appel, M. Mame Mbaye Niang également a fait appel. Donc on va encore vers un autre procès. Cette affaire n'est pas encore terminée sur le plan juridique. Cette affaire qui n'est pas donc la seule et la première aussi. Il y a un autre dossier qui pourrait aussi renvoyer l'opposant en procès, l'affaire de tentative de viol. Depuis le 4 avril, le président Macky Sall a appelé au dialogue et à la concertation pour préserver la paix, la stabilité et la cohésion nationale dans le pays. Depuis, comment se présente la situation? On n'a pas encore vu une réaction forte au niveau de l'opposition allant dans le sens de dire j'accepte le dialogue. Mais c'est comme ça que ça se passe au Sénégal tout le temps. Quand vous déclarez un principe, on vous répond par un principe. Le président n'a fait que déclarer un principe. De quel dialogue il s'agit? Oui. Est-ce que c'est un dialogue juste pour la situation actuelle? Est-ce que c'est un dialogue pouvoir Sonko pour décrisper la situation? Est-ce que c'est un dialogue pouvoir opposition de façon générale? Qu'est-ce qu'on va mettre dans le dialogue? La candidature de Khalifa Sall, la candidature de Karim Wade, la candidature de Ousmane Sonko, le troisième mandat du président de la République. Mais en fait, l'opposition a raison de ne pas encore dire oui parce qu'il faut savoir on dit oui à quoi. Et c'est ce que certains ont dit. Le PDS, par exemple, qui a réagi clairement, a dit eux, sur le principe, ils sont d'accord pour qu'il y ait un dialogue politique. Mais d'abord, sur la forme, qu'on saisisse les partis. Le discours ne suffit pas, qu'on les saisisse de façon officielle et par la voix qu'il faut. Et ensuite, qu'on dise sur quoi porte le dialogue et qu'on revienne sur cette bagarre qu'on a toujours quand il y a dialogue politique, comment les décisions vont se prendre et les décisions qui seront issues de ce dialogue politique, on en fait quoi? Est-ce que ces décisions sont applicables ou bien on met à la disposition du président de la République qui applique ce qu'il veut?
Parce que souvent, quand les gens parlent de dialogue, c'est ce qui pose problème à l'opposition. Est-ce qu'on va aller dialoguer, aboutir à des conclusions, remettre la conclusion à une personne qui décidera de quelle conclusion sera appliquée ou pas? Souvent, l'opposition a tendance à refuser quand le dialogue doit aboutir à ce schéma-là. Pour l'instant, le Sénégal a retrouvé un calme apparent, on va dire. Mais de votre point de vue, de votre analyse en tant qu'éditorialiste, est-ce que le contenu, on va dire l'ordre du jour peut-être de cette rencontre entre hommes politiques pourrait réveiller encore des tensions? Des tensions politiques, pas des tensions dans la rue. Parce que quand il s'agit des dialogues, c'est plutôt les politiques qui se rencontrent. Chacun vient avec son agenda, chacun vient avec sa stratégie. Parfois, les populations ne se retrouvent pas trop parce que c'est un dialogue de très haut niveau. Quand le gars prend position, quand le gars accepte, quand il n'accepte pas, c'est de véritables calculs politiques que les gens font. Souvent, ça embrouille les populations. Mais il faut dire que le fait que la condamnation de Sonko avec sursis, le fait que cette condamnation n'ait pas abouti à son inéligibilité, a créé une sorte de douche froide au niveau du Sénégal. Puisque toute la tension, toute la pression était due au fait que les gens craignaient qu'il soit condamné au point de ne pas pouvoir être candidat. Donc le fait que la candidature n'ait pas été remise en cause pour le moment a quand même un peu décrispé la situation. Mais les gens sont aux aguets. Et c'est ça le problème. C'est pourquoi les gens s'en sont pris à M. Mambay Niang, tout comme au parquet qui ont fait appel. Parce que pour les gens, mais on est sorti d'un procès dans lequel il y avait d'énormes risques. Puisqu'on a réussi à en sortir, il ne fallait plus revenir sur cette affaire-là. Mais malheureusement, ils sont revenus là-dessus. Le jour où il sera convoqué à nouveau pour le procès en appel, qu'est-ce qui se passera? On ne peut pas le dire pour le moment. Il suffit qu'on chauffe encore l'atmosphère comme les Sénégalais savent le faire 10 jours avant, ou comme l'opposition l'avait fait en programmant des marches et des manifestations avant le procès pour qu'on se retrouve encore dans une situation délétère. Justement, le PASTEF avait reporté les manifestations annoncées s'inédier, mais est-ce que ces manifestations pourraient avoir lieu? Mais bien sûr, PASTEF a une capacité de mobilisation propre en tant que parti. PASTEF est dans la coalition Yewwi Askan Wi, où il se retrouve avec d'autres ténor de l'opposition sénégalaise actuelle. Donc quand PASTEF a organisé toute seule des manifestations, et on a vu ce que ça a mobilisé comme monde. PASTEF a organisé avec Yewwi Askan Wi, comme c'était le cas pour cette manifestation qui a été reportée, on a vu également ce que cela a mobilisé comme monde. Donc la capacité de mobilisation, elle est encore là. Les populations vont répondre ou pas, je ne sais pas trop, mais ce qui est clair, c'est qu'au niveau de PASTEF, vous avez des militants qui répondront quand on leur demandera de se mobiliser. C'est une question que beaucoup se posent. Est-ce que Ousmane Sonko est un candidat redoutable pour la majorité? S'il n'était pas redoutable, pourquoi actuellement tout le Sénégal, quand on parle d'opposition, on ne parle que de Ousmane Sonko comme s'il est le seul? Parfois on a l'impression qu'il est le seul. Mais il n'est pas le seul. Opposant sénégalais. Mais non, il n'est pas le seul. Son parti fait partie des derniers partis également. Mais c'est parce que sa capacité actuelle de mobilisation en tant que parti, la façon dont il est suivi par les Sénégalais, je ne parle pas des partisans de son parti seulement, des Sénégalais de façon générale, mais il y a un intellectuel sénégalais qui a dit il faut dire les choses comme elles sont. Aucun leader politique de l'indépendance du Sénégal jusqu'à aujourd'hui n'a jamais eu la popularité que Sonko a aujourd'hui. Et ce n'est pas n'importe qui l'a dit, c'est Boris Diop qui l'a dit, Boubacar Boris Diop, qui est écrivain, qui n'a rien à voir avec les partis politiques, connu sur le plan international pour avoir décroché des prix. Quand on lui a posé la question, c'est la réponse qu'il a donnée. Et c'est la vérité parce que c'est ce qu'on voit sur le terrain. Maintenant, quand celui-là est candidat, celui qui va l'affronter, il est obligé de craindre cette mobilisation. Parce que si cette mobilisation se transforme en une machine électorale d'abord, c'est-à-dire des gens qui vont aller vers les gens pour leur dire venez voter, mais vous imaginez, avec l'effet boule de neige, le vote va être considérable. Est-ce qu'il gagnera, est-ce qu'il ne gagnera pas? Bon, je ne sais pas faire de la sorcellerie en la matière, mais ces chances sont là et elles sont fortes, il faut le reconnaître. 27 candidats se sont déjà déclarés pour la présidentielle 2024, dont une femme. Au Sénégal, est-ce que la femme est moins investie dans les affaires politiques? Elle n'est pas moins investie dans les affaires politiques, parce que quand vous regardez les débats politiques au Sénégal, vous voyez des femmes devant faire mieux que les hommes. Vous l'avez dans PASTEF, vous l'avez dans Yewwi Askan Wi, mais
la situation présente est que quand la situation est aussi tendue, on ne laisse pas de place pour les femmes. Parce que les femmes, ce n'est pas les muscles. Alors que quand vous regardez la scène politique... C'est culturel? Non, ce n'est pas culturel. De façon générale, les femmes, vous ne les retrouvez pas là où on se discute avec les muscles. Alors qu'actuellement, la scène politique au Sénégal est complètement musclée. On n'est pas dans un débat politique en bonne et due forme simplement. Vous avez cette mobilisation d'un point de vue force, ces démonstrations de force. Ce n'est pas dans ça que les femmes sont les plus forts. Maintenant, il y a cette autre réalité qui est là. Dans nos pays, de façon générale, pas seulement dans nos pays, même en Occident jusqu'à présent, ce n'est pas les femmes qui font la priorité. En Occident, ils ont un jeu qui consiste à obliger les gens par la loi, mais si la loi n'était pas là, ce qui se passe dans nos pays, c'est ce qui se passerait ailleurs. Ça, c'est également la réalité jusqu'à présent. Mettre les femmes dedans n'est pas encore la chose la mieux acceptée. L'opposition vous participera au dialogue, dans tous les cas? Ça dépendra du contenu, puisqu'on n'a pas vu des gens dire non sur le principe. Mais on rappelle que le président Macky Sall avait organisé un dialogue juste après sa dernière élection. Une partie de l'opposition avait décidé de boycotter, une partie avait décidé de participer, et dans la partie qui avait décidé de participer, il y en a qui ont quitté le dialogue avant que le dialogue ne prenne fin. Et quelles sont les figures sénégalaises qui pourraient jouer le rôle de médiateur, puisque la médiation au Sénégal sera nationale? Mais il y en a beaucoup. Il y a des figures de la société civile qui peuvent jouer ce rôle. Il y a le professeur Kader Boye. Bon, mais on va lui dire qu'il a écrit alors qu'il a tapé sur le pouvoir parce pour lui, c'est pas possible qu'il y ait un troisième mandat. Il y a le professeur Boubacar Gueye parce qu'il y a Alioune Tine qui est là, bien que les gens du pouvoir ne veulent pas de lui en considérant qu'il est du côté de l'opposition, ce qui n'est pas vrai. Mais vous avez vraiment des personnalités qui sont en mesure d'assumer cette fonction. Sans compter un autre ressort sénégalais qui est là à travers des leaders religieux musulmans qui sont connus pour leur impact aussi bien sur les politiques que sur les populations de façon générale. Mais ceux-là, souvent, ils interviennent au dernier moment. Et quand ils interviennent, ils le font discrètement. Souvent, c'est quand on voit le résultat qu'on comprend après qu'eux, ils étaient dans les coulisses en train de faire un travail. Ils ne font généralement pas de bruit, ils n'appellent pas la presse pour dire on va faire de la médiation. Ils ne le font le plus souvent pas en public. Rappelez-vous que c'est un parmi eux qui avait mis fin à la crise entre Macky Sall et l'ancien président Abdoulaye Wade en les rassemblant tous les deux dans une mosquée en leur demandant de se serrer la main, ce qui ne s'était pas vu depuis que Wade avait perdu le pouvoir. La Quête populaire pour aider l'opposant Ousmane Sonko à verser le montant de 200 millions de dommages et intérêts à son accusateur. Si ces stratégies n'aboutissaient pas, quelles sont les autres voies et moyens qui sont possibles pour le PASTEF pour arriver à verser ce montant? Je me dis que verser ce montant, c'est un détail pour le PASTEF, puisque s'ils ont réussi à mobiliser en janvier plus de 330 millions, qui étaient juste destinés à la tournée du président à l'intérieur du pays dans ce qu'il appelait Némékou Tour et une tournée internationale. Mais s'il y a une amende qui risque de lui créer des problèmes par rapport à la présidentielle, ceux qui avaient réussi à mobiliser 300 millions dans une situation moins compliquée doivent pouvoir le faire dans une situation plus compliquée. Merci beaucoup, Mamadou Diouf, d'avoir été notre invité. Vous êtes éditorialiste, je le rappelle à nos téléspectateurs. Merci à vous également de nous avoir suivis. On marque une courte pause et on se retrouve pour le plateau de l'invité.